Chapitre 1. Confiné au pays. Le sergent-chef Boyd Ricker regardait par le hublot de l'avion les paysages enneigés laissant place aux lumières scintillantes des banlieues américaines. Après 15 mois exténuants à la tête d'opérations spéciales en Europe de l'Est, il n'avait qu'une envie, tenir sa femme Monica dans ses bras et voir l'expression de sa fille Zoé lorsqu'il lui ferait la surprise de Noël. Le déploiement avait été officiellement classé. Il ne devait pas rentrer avant un mois. Boyd palpa le pendentif en argent qu'il avait dans sa poche. Il l'avait commandé à un artisan local de Coe, une pièce délicate ornée de 3 anneaux entrelacés représentant lui-même, Monica et Zoé. 20 ans de mariage n'avaient pas entamé son amour pour Monica, malgré la tension de multiples déploiements. « Vous avez l'air d'un homme qui a quelque chose d'important à faire », dit le monsieur plus âgé à côté de lui. Boyd sourit. « Oh, 15 mois loin de chez lui, à surprendre ma famille pour Noël. » Militaire. Lorsque Boyd acquiesça, l'homme lui tendit la main. « Frank Pearson, mon fils a servi 2 fois en Afghanistan. Merci pour votre service. » Ils discutèrent pendant la descente de l'avion. Frank, un juge à la retraite, parlait de ses enfants avec fierté, en particulier de son fils qui avait connu des difficultés après son retour du combat. « La famille, c'est tout, » dit Frank. « Mais rentrer à la maison, c'est parfois compliqué. Les gens changent quand on est parti. » Boyd hocha poliment la tête, mais ignora intérieurement cette inquiétude. Lui et Monica avaient surmonté de longues séparations. Leurs appels vidéo hebdomadaires étaient affectueux, quoique parfois brefs en raison de ses responsabilités croissantes à l'hôpital où elle travaillait comme infirmière administratrice. Dans le terminal, Boyd aperçut son ami Wa Curtis, qui avait accepté de venir le chercher sans prévenir personne. « Regarde ce que la guerre a laissé derrière elle. » Wa sourit et le serra dans ses bras. Ancien marine lui-même, Wa comprenait la fraternité. « Comment s'est passé le vol ? » « Long. »« Comment s'est passé tout ça ? » Une lueur traversa le visage de Wa. « Bien. Tu sais comment ça se passe. » Pendant le trajet jusqu'à Lakezzy Heights, leur quartier de la classe moyenne supérieure, Boyd remarqua que Wa semblait inhabituellement tendu. « Tu as quelque chose en tête ? » demanda Boyd. Wa serra le volant. « Content que tu sois de retour, mon frère. » L'instinct de Boyd, le même qu'il avait maintenu en vie en territoire hostile, le piqua. « Monica et Zoé allaient bien ? » À ma connaissance, Wa gardait les yeux rivés sur la route. Je ne les avais pas beaucoup vus ces derniers temps. Étrange. Les familles étaient proches depuis des années. Ils s'engagèrent sur Oakidge Drive et le cœur de Boyd s'emballa à la vue de sa maison de style colonial décorée de lumières de Noël de bon goût. Pas extravagante, mais accueillante. Les lumières étaient allumées, signifiant qu'il y avait quelqu'un à la maison. « Tu voulais entrer ? » Wa a fait une offre inhabituelle. « Ça y est, j'ai compris. Merci pour la balade. » Boyd prit son sac de sport et remonta le chemin familier, remarquant de petits changements. Nouvel aménagement paysager, paillasson différent. La porte peinte en bordeaux foncé au lieu de bleu marine. Monica devait être occupée. Il envisagea de sonner, mais se ravisa. C'était sa maison après tout. Il déverrouilla la porte avec sa clé et entra. L'entrée avait été rénovée, les photos de famille qui ornaient autrefois le mur avaient disparu. À leur place, des œuvres d'art abstraites étaient accrochées. L'air embaumait une odeur d'eau de Cologne inconnue. « Bonjour », lança Boyd en laissant tomber son sac. Il entendit des murmures précipités venant de la cuisine. Puis Monica apparut dans le couloir. Elle portait une élégante robe noire qu'il n'avait jamais vue. Ses cheveux blonds étaient coiffés différemment de ce qu'il se souvenait. L'espace d'un instant, une véritable surprise se lut sur son visage, puis autre chose. « Alarme, mon garçon. » Elle ne bougea pas pour le prendre dans ses bras. « Que fais-tu ici ? » Surprise, dit-il, les bras tendus. « On m'a donné l'autorisation de rentrer plus tôt. » Son regard se posa derrière elle. « Ce n'est pas le bon moment. » Avant que Boyd puisse répondre, un homme grand aux cheveux noirs aux mèches argentées apparut derrière Monica, une main possessive sur sa taille. « Tout va bien, ma chérie ? » Le monde de Boyd bascula. « Qui est-ce ?
Monica se redressa, reprenant son calme. Je suis désolée. Je crois que tu as la mauvaise maison. Le sang de Boyd se glaça. Quoi? J'ai dit, je crois que tu t'es trompé de maison. Sa voix était posée, son regard provocateur. Boyd les regarda tour à tour, remarquant la montre de luxe de l'homme, les meubles inconnus, l'absence totale de toute trace de son séjour là. Monica, qu'est-ce qui se passe? J'appelle la sécurité si tu ne pars pas, dit l'homme en sortant son téléphone. L'entraînement militaire de Boyd l'empêchait de réagir physiquement, mais quelque chose de fondamental se brisa intérieurement. Sans un mot de plus, il prit son sac et sortit. Chapitre 2. Révélation. Boyd était assis dans le pick-up de Wa, garé à un pâté de maison de ce qu'il croyait être encore sa maison, essayant de digérer ce qui venait de se passer. Son téléphone vibra. Zoé appelle. Papa. Sa voix était faible. Où es-tu? Je viens de quitter la maison, dit-il d'un ton neutre. Ta mère a dit que je me trompais d'endroit. Un silence. Ne sois pas fâché, mais tu sais qu'on ne pouvait pas te laisser entrer. Compris. La concision militaire dissimulait l'ouragan qui l'habitait. C'est juste compliqué en ce moment. On ne t'attendait pas avant janvier. Boyd ne dit rien. Et dans le silence, Zoé oublia apparemment de raccrocher. Il l'entendit parler à quelqu'un d'autre. Ça va. Je m'en suis occupé. Non, il est parti. Bon, qu'étais-je censé dire? Il pense toujours qu'aider à payer le loyer signifie qu'il est automatiquement inclus. Boyd resta assis, sous le choc, à écouter sa fille rire avec quelqu'un. Sa mère, peut-être l'homme étrange, à ses dépens. Il raccrocha et se tourna vers Wa, qu'il observait d'un air sombre. Tu le savais, dit Boyd. Sans hésiter. Wa soupira lourdement. Je me doutais que ça n'allait pas bien depuis des mois. Monica a été vue en ville par un médecin de renom. Je ne veux pas te le dire pendant ton déploiement. Qu'est-ce que ça aurait pu faire? Combien de temps? Le type a emménagé il y a environ 6 mois. Le docteur Lawrence Reed, nouveau chef du service de chirurgie du County Général. J'ai essayé d'en parler à Zoé une fois, mais elle m'a fait taire. Elle a dit que toi et Monica aviez un arrangement. Le rire de Boyd était creux. Un arrangement? Je suis fidèle depuis 20 ans. Son téléphone s'est mis à vibrer de SMS de Zoé. Papa, s'il te plaît, ne rends pas les choses difficiles. Maman et Larry sont heureux. Je suis heureux aussi. On peut se voir demain pour parler de tout. Ça ne veut pas dire qu'on ne tient pas à toi. Boyd a éteint son téléphone et a demandé à Wa de le conduire à un hôtel. Au bord du lac, Boyd s'est enregistré et s'est assis au bord du lit, analysant méthodiquement la situation comme un problème tactique. Sa femme avait fait emménager un autre homme chez eux, redécoré pour effacer son existence, et sa fille était complice. Pendant des mois, Monica avait entretenu la fiction de leur mariage lors d'appels vidéo, sans jamais faire allusion à sa trahison. Il a ouvert son ordinateur portable et a vérifié leurs comptes joints. Des retraits réguliers, importants, avaient eu lieu pour financer ce qu'il réalisait maintenant être leur nouvelle vie sans lui. Sa solde militaire, versée consciencieusement chaque mois, avait financé son propre effacement. Un coup à la porte interrompit ses pensées. Boyd ouvrit et découvrit une femme âgée, Iris Jenkins, sa voisine depuis 15 ans. Boyd, Dieu merci. Je t'ai vu à la maison tout à l'heure. Puis-je entrer? À l'intérieur, Iris révéla ce que Wa ignorait. Leur liaison avait commencé plus d'1 an auparavant. Le docteur Reed n'était pas seulement le patron de Monica. C'était un médecin riche, influent politiquement, réputé pour sa propension à courtiser les femmes mariées. J'ai essayé de parler à Monica, dit Iris. Cela lui rappela ses vœux. Elle disait que vous vous étiez éloignés, que vous étiez marié à un militaire. Quand ils ont commencé à rénover, à effacer toute trace de toi, j'ai su que quelque chose n'allait vraiment pas. Le visage d'Iris se durcit chez Zoé. Le docteur Reed lui avait acheté une nouvelle voiture, lui avait payé un appartement près de son université. Elle était si gentille, mais l'argent l'a changée. Elle a commencé à dire des choses horribles. Que tu étais froid,
absent, que tu te souciais plus de tes soldats que de ta famille. Boyd remercia Iris pour son honnêteté. Après son départ, il passa 2 appels, un à son commandant pour demander une permission prolongée, et un autre à Thomas Grayson, un ancien camarade d'escouade devenu avocat spécialisé en droit de la famille. Cette nuit-là, Boyd ne dormit pas. Au lieu de cela, il élabora un plan avec la même précision que pour une opération à haut risque. Il ne s'agissait pas seulement de divorce. Il s'agissait de justice. Au matin, il avait annulé tous les prélèvements automatiques sur les comptes joints, radié son nom des factures d'électricité et transféré le solde sur un nouveau compte. Il était prêt à entamer la première phase. Chapitre 3, première frappe. Boyd se réveilla avec 63 appels manqués et des dizaines de SMS de plus en plus frénétiques. Monica, Zoé et même Reed avaient essayé de le joindre toute la nuit. Le remboursement de l'hypothèque était dû, les cartes de crédit étaient en baisse et les factures d'électricité devaient être coupées. « Où es-tu » avait envoyé Monica. « Il faut qu'on en parle entre adultes. »« Papa, c'est tellement immature. » Le message de Zoé est arrivé. « Maman est vraiment bouleversée. » Boyd les a tous supprimés et a rencontré Thomas Grayson pour le petit déjeuner dans un restaurant de l'autre côté de la ville. « Ce que tu décris est criminel, » a déclaré Thomas après avoir entendu toute l'histoire. « Ils t'ont effectivement volé, ont commis une usurpation d'identité en utilisant tes informations et ont potentiellement enfreint la réglementation sur les prestations sociales des conjoints de militaires. »« Je ne veux pas d'une bataille juridique fastidieuse, » a dit Boyd. « Je veux une précision chirurgicale. » Le sourire de Thomas était féroce. « Alors commençons par la maison. Tu l'as achetée avant le mariage, n'est-ce pas ? » Boyd a hoché la tête. « C'était l'héritage de mon grand-père. » Le nom de Monica a été ajouté à l'acte plus tard. « Bien. Et les rénovations ont été faites à ton insu et sans ton consentement pendant que tu étais en service actif. » Exact. Il existe des protections spéciales pour les militaires d'active. Nous pouvons déposer une injonction d'urgence aujourd'hui. Il leur sera légalement interdit de vendre des biens ou d'apporter d'autres modifications à la propriété. À midi, les documents juridiques étaient déposés. La prochaine étape de Boyd était l'hôpital où travaillaient Monica et Reed. Il n'entra pas, mais resta assis dans une voiture de location, observant l'entrée. À 14h13, il les vit sortir ensemble. Monica, l'air stressée, se précipita vers la Mercedes de Reed. Boyd les suivit de loin, observant leur routine. Ils s'arrêtèrent dans un restaurant chic. De toute évidence, des clients réguliers accueillis chaleureusement par le personnel. Après le déjeuner, Reed retourna à l'hôpital tandis que Monica se rendait dans un spa. Boyd continua sa surveillance, recueillant des informations et notant des tendances. Plus tard dans l'après-midi, il visita l'appartement de Zoé, près de l'université de Westlake. Il ne se présenta pas, mais la regarda de l'autre côté de la rue sortir avec des amis, en riant, et monter dans la nouvelle BMW que Reed avait achetée. Son insouciance lui en dit long. Ce soir-là, Boyd rencontra un autre ancien contact militaire, Damon Walsh, qui travaillait désormais dans la sécurité numérique. « Ce que vous demandez est techniquement légal, » dit Damon, « mais éthiquement flou. »« J'ai besoin de savoir à quoi j'ai affaire, » insista Boyd. « Ils ont caché des choses pendant plus d'1 an. J'ai besoin d'une vue d'ensemble. » Damon a fourni à Boyd l'accès à des outils de récupération de données et des conseils pour récupérer légalement ses propres informations sur les appareils et comptes familiaux. Respectez ces limites, l'a-t-il averti. Dépassez cette limite et vous êtes en territoire criminel. Fort de ces informations, Boyd est retourné à son hôtel et a commencé à reconstituer l'ampleur de la trahison. Les relevés de courriel montraient Monica et Reed planifiant leur avenir ensemble pendant que Boyd esquivait les balles à l'étranger. Les dossiers financiers révélaient que Reed avait investi dans l'avenir de Zoé, achetant sa loyauté, tandis que Monica déplaçait systématiquement ses actifs. Le plus accablant était une série de messages entre Monica et Zoé évoquant la police d'assurance déploiement de Boyd, d'un montant de $750 000. Elle lui verserait une indemnité s'il mourait au combat. Ils avaient même discuté de la manière dont cet argent pourrait contribuer aux études supérieures de Zoé et à l'acompte pour une maison de vacances. Boyd s'est assis,
une fureur froide remplaçant le choc et la douleur initiaux. À cet instant, quelque chose de fondamental a changé en lui. L'homme loyal et confiant qui avait pris l'avion pour rentrer chez lui n'existait plus. À sa place se trouvait quelqu'un de calculateur, de méthodique et d'une cruauté absolue. Son téléphone sonna. Encore Monica, cette fois, il répondit. Boyd, enfin. Qu'est-ce que tu fais? Le remboursement du prêt immobilier a été refusé. Tu pensais vraiment que je continuerais à payer une maison? Je ne suis pas le bienvenu. Sa voix était calme, détachée. C'est puéril. On doit en parler comme des adultes. Comme la conversation d'adulte que tu as eue avant d'installer ton amant chez moi, ou la façon adulte dont tu as discuté de la façon dont tu as dépensé mon capital d'essai avec notre fille. Silence. Alors tu nous espionnes. Non, Monica. J'ai rassemblé des preuves. Il y a une différence. Mon Dieu, s'il te plaît. Un agent te remettra les papiers demain. Je te suggère de trouver un autre logement. Tu as 48 heures avant que les services publics ne soient coupés définitivement. Tu ne peux pas faire ça. Où sommes-nous censés aller? On dirait une question pour ton chef de service. J'ai entendu dire qu'il est plutôt riche. Il a raccroché et bloqué son numéro. Ensuite, il a envoyé un simple SMS à Zoé. Vos frais de scolarité pour le prochain semestre ont été annulés. Votre assurance auto a été résiliée. Vous avez fait votre choix. Vivez avec. Il a bloqué le numéro 2. Puis il a appelé Wa. C'est fait. Boyd a dit. Phase interminée. Ça va? A demandé Wa. Non. Boyd a répondu honnêtement. Mais je vais le faire. Ce n'est que le début. Chapitre 4. Collecte d'informations. La semaine suivante, Boyd opérait depuis un centre de commandement tactique qu'il avait installé dans un studio loué payé comptant. Des murs couverts d'informations, de dossiers financiers, de photos, de chronologie, ressemblaient aux opérations de renseignement qu'il avait menées à l'étranger. La différence, cette fois, c'était sa propre famille. Thomas Grayson est arrivé avec des nouvelles. L'injonction d'urgence a été accordée. Ils ne peuvent vendre la maison ni aucun actif important. Monica a essayé de vider les comptes joints restants, mais notre gel l'a devancé de plusieurs heures. Comment réagissent-ils? Panique. L'avocat de Reed a appelé le mien pour essayer de négocier. Apparemment, il loge à l'hôtel Westlake, $1 600 la nuit. Reed n'est pas aussi liquide qu'il le pensait. Une grande partie de sa fortune est investie dans des placements et des biens immobiliers. Monica découvre que son petit ami n'est pas tout à fait le chevalier blanc qu'elle imaginait. Boyd hocha la tête, sans surprise. Zoé retourna en résidence étudiante après la résiliation de son bail. Elle a déposé une demande d'aide financière d'urgence. Son petit ami l'a larguée lors de la saisie de la BMW. Boyd n'en fut pas satisfait. Malgré tout, une partie de lui voyait encore Zoé comme sa petite fille. Mais elle avait fait son choix, choisi le confort et le luxe plutôt que la loyauté, et elle en assumerait les conséquences. Un coup à la porte révéla Iris Jenkins avec un repas maison et de nouvelles informations. Ils revinrent chercher des vêtements et des effets personnels, rapporta TL. Monica fut hystérique lorsqu'elle découvrit que ses bijoux avaient disparu d'un coffre-fort. Pas disparu, clarifia Boyd. Transférés dans un coffre-fort. Les objets achetés avec des fonds communs sont sujets au partage. Enfin, elle ne voyait pas les choses de cette façon. Elle appela la police, prétendit à un vol. Boyd esquissa un mince sourire. Les agents ont-ils apprécié la consultation des documents juridiques que j'avais laissés sur le comptoir? Ils n'ont pas pris de rapport. Iris a confirmé avec satisfaction. Après son départ, Boyd a reçu un appel d'un autre contact, Léla Santos, une infirmière qui travaillait sous la direction de Monica à l'hôpital. J'ai trouvé ce que vous cherchiez, a-t-elle dit. Reed avait quitté son ancien poste à Boston dans un climat de doute. Les allégations de harcèlement sexuel de 3 infirmières ont toutes été réglées à l'amiable par des accords de confidentialité. L'hôpital a enterré l'affaire pour éviter le scandale, mais les dossiers existent.
Et l'avancement de Monica. Sa promotion au poste d'administratrice est intervenue 2 semaines après le début de leur relation. 3 autres candidats qualifiés ont été écartés. Boyd l'a remercié pour l'information. Hila l'avait contactée après avoir entendu parler de la situation. Elle avait été témoin du comportement inapproprié de Reed et avait été rétrogradée après l'avoir rejeté. Ce soir-là, Boyd a rendu visite au président du conseil d'administration du comté, Richard Hardrove, un vétéran du Vietnam dont le fils Boyd avait servi lors de son premier déploiement. « Je suis désolé d'apprendre votre situation », a déclaré Hardrove, invitant Boyd dans son bureau. Monica a toujours été d'un grand soutien lors des événements familiaux de militaires. Difficile de croire qu'elle puisse faire ça. Les gens vous surprennent, répondit Boyd. Je ne suis pas ici pour mon mariage, cependant. Je m'inquiète de la responsabilité de l'hôpital. Il présenta les preuves du comportement habituel de Reed et de la promotion douteuse de Monica. Le visage de Hardrove s'assombrit en examinant les documents. Le conseil d'administration a été mis à l'abri de ces problèmes. Reed a réussi à passer notre contrôle par son charme. Si ce que vous me montrez est exact, nous sommes sérieusement exposés. Je ne veux pas nuire à l'hôpital, le rassura Boyd. Il sert notre communauté. Mais le comportement prédateur et les abus de pouvoir de Reed doivent être examinés. Hardrove hocha la tête d'un air sombre. Laissez-moi m'en occuper. Le conseil se réunit demain. Alors que Boyd s'apprêtait à partir, Hardrove demanda, « Que attends-tu de tout ça, fiston ?» La vengeance. Boyd réfléchit à la question. La justice, dit-il finalement. Et s'assurer qu'il ne profite jamais de la trahison. Le lendemain, Boyd reçut une visite inattendue dans son appartement temporaire. Trevor, le frère cadet de Monica, dont Boyd avait toujours été proche. « Je viens d'apprendre ce qui s'est passé, » dit Trevor, visiblement mal à l'aise. « Monica a dit à la famille que tu avais fait une dépression nerveuse, que tu la menaçais. Je savais que quelque chose clochait. Comment m'as-tu trouvé, Wa ? Je l'ai coincé dans son magasin. » Trevor remua nerveusement. « Écoute, il y a quelque chose que tu dois savoir. Reed a insisté auprès de Monica pour qu'elle réclame ta pension militaire. Il a un ami au tribunal des affaires familiales, le juge Phillips. Ils jouent au golf ensemble. » L'expression de Boyd resta neutre, mais intérieurement, sa détermination se renforça encore. « Merci pour l'avertissement. Que allez-vous faire ? » Ce pourquoi j'ai été formé. Identifier la menace, la neutraliser avec précision. Après le départ de Trevor, Boyd appela Thomas pour lui donner de nouvelles instructions, puis contacta un autre ancien membre de l'équipe, Victor Rarey, aujourd'hui détective privé spécialisé dans les fautes judiciaires. Le juge Phillips, hein ? Victor dit, intéressant timing. Je l'avais à l'œil pour un client. Il y a une tendance à rendre des décisions favorables à certains avocats, y compris celui de Reed. Rien de suffisamment concret pour la commission de contrôle judiciaire pour l'instant, mais là où il y a de la fumée, trouve le feu, ordonna Boyd. Quel qu'en soit le prix. À la fin de la semaine, Boyd avait compilé des dossiers sur toutes les personnes impliquées dans son effacement systématique. Pas seulement Monica, Reed et Zoé, mais les entrepreneurs qui avaient rénové sa maison, les banquiers qui avaient traité des transactions suspectes, et même les amis de Zoé qui avaient contribué à dissimuler la vérité. Chacun subirait des conséquences proportionnelles à son implication. Boyd ne s'intéressait pas aux dommages collatéraux, seulement à une justice précise et ciblée qui ne laisserait aucun doute sur le coup de la trahison. Chapitre 5. Contre-offensive. Le 12e jour de la campagne de Boyd, le docteur Lawrence Reed fut convoqué à une réunion d'urgence du conseil d'administration au County General. Il arriva confiant, ignorant que Richard Hardrove avait passé la semaine à interroger discrètement le personnel et à examiner les dossiers. Reed émergea. 3 heures plus tard. Un agent de sécurité au visage cendré était à ses côtés, portant un carton contenant des effets personnels. Ses privilèges chirurgicaux avaient été suspendus dans l'attente d'une enquête. Son appartement de luxe financé par l'hôpital devait être libéré dans les 30 jours. Monica, qui attendait sur le parking, regarda, incrédule, Reed jeter le carton dans son coffre et frapper le toit de sa voiture.
Qu'est-ce qui s'est passé? Demanda-t-elle. Harov est arrivé. Ce salaud moralisateur m'a tendu une embuscade avec des plaintes de harcèlement remontant à 3 ans. Quelqu'un a fouillé, sorti des dossiers de Boston, interrogé le personnel dans mon dos. Le sang de Monica se glaça. Qui d'autre? S'exclama Reed. Votre mari a systématiquement démantelé nos vies pendant que nous nous défendions. Cet après-midi-là, ils rencontrèrent l'avocat de Reed, Calvin Porter, dans son cabinet du centre-ville. La situation se détériore, admit Porter. La maison est intouchable en raison de l'injonction. La position de Reed est compromise. Monica, votre poste sera probablement le prochain si l'enquête de l'hôpital se transforme en népotisme. C'est absurde, protesta Monica. Boyd nous a abandonnés émotionnellement il y a des années. Ses déploiements étaient volontaires après les 2 premiers. Il a préféré l'armée à nous à plusieurs reprises. Les tribunaux ne se prononcent pas sur l'abandon émotionnel, expliqua Porter patiemment. Ils examinent le soutien financier, qu'il a fourni de manière constante, et l'infidélité, que, pardonnez ma franchise, vous avez admise. Et Zoé, demanda Reed. Utilisez-la. Boyd ne ferait pas de mal à sa fille. Monica hésita. Il lui a déjà coupé les vivres. Il a bloqué son numéro. Parce que vous ne l'avez pas bien positionné, insista Reed. Il faut qu'elle prenne contact. Joue la fille dévastée. Fait appel à son instinct paternel. Porter secoua la tête. J'ai examiné le parcours du sergent Ricker. Des états de service distingués. De multiples distinctions pour des opérations tactiques. Ce n'est pas un homme qui agit sur requête. Il mène une campagne. Pendant ce temps, Boyd rencontrait le juge Frank Pearson, celui-là même à côté duquel il était assis dans l'avion de retour. Leur rencontre fortuite s'était avérée fortuite lorsque Boyd découvrit que la compétence de Pearson incluait les appels aux affaires familiales. Ce que vous décrivez frise l'inconduite judiciaire, dit Pearson après avoir entendu parler du juge Phillips. Je ne peux pas intervenir directement, mais je peux m'assurer que tout appel soit examiné comme il se doit. C'est tout ce que je demande, lui assura Boyd. Un procès équitable. Ce soir-là, Boyd reçut un message vocal larmoyant de Zoé, envoyé depuis le téléphone d'une amie, son propre service étant coupé. Papa, s'il te plaît. Je sais que tu es blessé, mais je suis ta fille. Je suis sur le point de perdre ma place au semestre de printemps. J'ai fait une erreur. Je le sais maintenant. Maman et Larry se disputent sans cesse. Tout s'écroule. Appelle-moi, s'il te plaît. Boyd écouta 2 fois, analysant ses paroles, son ton. Il y avait une réelle détresse. Mais était-ce du remords pour sa trahison ou simplement les conséquences auxquelles elle s'exposait maintenant? Le recours délibéré à Larry au lieu du docteur Reed suggérait un coaching. Il ne rappela pas, mais transmit le message à Thomas avec un mot. Ils sont désespérés. Attendez-vous à d'autres appels émotionnels. Le lendemain, Boyd lança la 2e phase de son plan visant la réputation soigneusement construite de Reed. Victor Ramirez avait remis un rapport complet sur le parcours professionnel et personnel de Reed, révélant des relations avec des femmes vulnérables, des irrégularités financières dans ses précédents hôpitaux et des amitiés stratégiques avec des personnalités influentes susceptibles de faire progresser sa carrière. Boyd s'était assuré que ces informations, débarrassées de toute source confidentielle, parviennent aux personnes clés, au conseil d'agrément des médecins, aux associations professionnelles où Reed occupait des postes de direction et au réseau d'anciens élèves qui ont facilité son ascension. Il ne répandait pas de rumeurs ni d'accusations, s'assurant simplement que les faits documentés parviennent aux personnes responsables de la supervision. Les rumeurs ont commencé presque immédiatement. Les invitations se sont multipliées. Les conférences ont été annulées, les financements de recherche remis en question. L'image soigneusement entretenue de Reed a commencé à se dégrader progressivement. Simultanément, Boyd a déposé plainte auprès du comité d'éthique judiciaire contre le juge Phillips, étayé par les preuves méticuleusement documentées de Victor concernant un traitement de faveur. Là encore, Boyd n'a porté aucune accusation publique. Il s'est simplement assuré que les autorités compétentes aient accès à des informations vérifiables. Monica, quant à elle, menait son propre combat à l'hôpital.
Ses collègues autrefois amicaux évitaient désormais tout contact visuel. Son autorité était remise en question lors des réunions. Un audit interne des décisions administratives prises pendant son mandat avait été lancé. Lorsqu'elle interpella une ancienne amie à la cafétéria, exigeant des explications, la femme répondit simplement « Vous avez choisi le mauvais homme à trahir. Monica Boyd Ricker a servi aux côtés de mon mari à Fallujah. Vous avez sorti 3 hommes d'un camion-citerne en feu sous le feu ennemi. Que pensiez-vous qu'il adviendrait si vous aviez installé votre amant chez lui pendant son déploiement ?» Ce soir-là, Monica se retrouva seule dans leur suite d'hôtel. Reed, parti en trombe après une nouvelle dispute, se servit un verre de vin, les mains tremblantes, et ouvrit son ordinateur portable pour vérifier leurs finances en déclin. Ce qu'elle découvrit la laissa bouche bée. Toutes ses cartes de crédit étaient au maximum. Leurs comptes courants étaient à découvert. Le portefeuille d'investissement de Reed affichait des appels de marge sur les positions à effet de levier. Ils étaient en pleine hémorragie financière et Boyd n'avait pas porté un seul coup public. Chapitre 6. Convergence. 21 jours après son retour, Boyd Ricker se tenait dans le salon vide de ce qui avait été sa maison familiale. L'injonction avait empêché tout changement, mais le mal était fait. Toute trace de ces 20 années passées avec Monica avait été systématiquement effacée. Thomas Grayson entra, muni de documents judiciaires. C'est fait. Le juge Phillips s'est récusé ce matin après que le comité d'éthique eut annoncé une enquête officielle. Votre dossier a été réaffecté à la juge Eleanor Watts. Aucun lien avec Reed. Réputation irréprochable et Chambre des représentants. Comme prévu, votre demande prénuptiale est solide. Le tribunal a reconnu l'héritage de votre grand-père comme actif fondateur. Les contributions de Monica étaient minimes comparées aux vôtres. La propriété vous revient en exclusivité. Boyd hocha la tête, inspectant les lieux. Qu'on leur signifie des avis d'expulsion pour leur chambre d'hôtel. Il est temps qu'ils se retrouvent véritablement sans domicile fixe. Thomas haussa un sourcil. Les tribunaux accordent généralement des délais d'adaptation raisonnables. Il n'y a rien de raisonnable dans ce qu'ils ont fait pendant mon déploiement en zone de combat. Boyd répondit froidement. Ils avaient des choix. Ils les ont faits. Plus tard dans la journée, Boyd rencontra Monica dans un lieu neutre, une salle de conférence du bureau de Thomas. Elle arriva seule, visiblement amaigrie, l'administratrice de l'hôpital assurée remplacée par une personne effilochée. « Tu as fait valoir ton point de vue, dit-elle sans préambule. Tu as tout détruit. Êtes-vous satisfaite ?» Boyd l'observa avec sang-froid. Ce n'est pas une question de satisfaction, Monica. C'est une question de conséquence. Nous avons été malheureux pendant des années. Tu n'étais jamais à la maison. À quoi t'attendais-tu ? À l'honnêteté, répondit-il simplement. Tu aurais pu demander le divorce. Au lieu de cela, tu as orchestré mon remplacement tout en prenant mon argent. Tu as impliqué notre fille dans ta tromperie. Tu as discuté de l'impact de ma mort sur ton avenir financier. Monica pâle. Comment as-tu fait ? Peu importe. Ce qui compte, c'est que demain à cette heure-ci, tu n'auras plus accès à la maison, plus de poste à l'hôpital, plus de chambre d'hôtel. Les biens de Reed sont en cours de liquidation pour couvrir ses frais juridiques croissants. Où iras-tu ? Qui t'accueillera ? Ce sont des questions que tu aurais dû te poser avant de démanteler notre famille. Et Zoé ? La voix de Monica se brisa. C'est ta fille. C'est une adulte qui a pris des décisions d'adulte. C'est elle qui en assume les conséquences. Monica perdit enfin son sang-froid. C'est inhumain. Tu nous traites comme des combattants ennemis. Non, la corrigea Boyd en se levant pour partir. Les ennemis méritent le respect pour leurs convictions. Vous êtes des opportunistes qui avaient mal calculé. Il y a une différence. Alors que Boyd sortait, Monica l'appela. Je veux parler à Zoé. J'ai besoin de savoir si elle va bien. Boyd s'arrêta à la porte. Tu aurais dû penser à son bien-être avant de lui apprendre que la loyauté est conditionnelle et que l'amour est transactionnel. Ce soir-là, Boyd accepta finalement de rencontrer Zoé dans un café près du campus. Elle paraissait épuisée, vêtue de vêtements froissés,
son apparence soignée habituelle disparut. Papa, commença T.L., les yeux humides. Sergent-chef Riker, la corrigea-t-il. Puisque nous ne fonctionnons plus comme une famille, Zoé tressaillit. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je sais que j'ai fait une erreur, mais il ne s'agit pas d'une erreur, interrompit Boyd. Il s'agit d'une trahison calculée. Tu n'as pas fait d'erreur. Tu as fait des choix cohérents pendant des mois. Maman a dit que tu ne reviendrais jamais, que tu avais choisi la carrière militaire plutôt que nous. Le docteur Reed a offert des opportunités de stabilité. Il t'a acheté, déclara Boyd d'un ton neutre. Et tu as vendu à bas prix. Des larmes coulèrent sur les joues de Zoé. Que attends-tu de moi? Rien. C'est le but. Tu as démontré la valeur de notre relation à tes yeux. Je respecte simplement ton appréciation. Voilà. 22 ans que ta fille s'est effacée. Boyd la regarda, s'accordant un instant la douleur qu'il avait refoulée. Demande à ta mère pour la gomme. C'est elle, l'experte. Alors qu'il se levait pour partir, Zoé le saisit par le bras. S'il te plaît, papa. Je n'ai nulle part où aller. La résidence est fermée pour les vacances d'hiver. Demain. Toutes les familles de mes amis voyagent. Je n'ai même pas les moyens de payer un billet de bus pour rentrer. Chez moi. Répéta Boyd. Tu n'en as pas. C'était ton choix. Les choix ont des conséquences, Zoé. Il est temps que tu l'apprennes. Tu as mis $500 sur la table. De quoi passer une semaine dans un motel bon marché. Ce qui se passe ensuite, c'est ton problème. Boyd s'éloigna, ignorant ses appels. Dehors, il marqua une pause, s'accordant 10 secondes de chagrin pour la fille qu'il aimait avant de rejoindre sa voiture où elle attendait. Cible acquise, demanda Wa en utilisant leur vieux raccourci militaire. Cible neutralisée. Boyd confirma. Prêt pour la phase finale. Chapitre 7. Effondrement. La veille de Noël arriva sous une épaisse couche de neige recouvrant la ville. Boyd passa la matinée à rencontrer Richard Hardrove dans les bureaux administratifs du comté. Le conseil a pris sa décision. Hardrove l'en informa. Le contrat du docteur Reed ne sera pas renouvelé. L'enquête a trouvé suffisamment de preuves de faute professionnelle, bien qu'il ait négocié une démission plutôt qu'un licenciement, et un congé administratif pour Monica en attendant son examen. L'affaire de népotisme est sans équivoque. Boyd hocha la tête, contemplant le terrain de l'hôpital où il avait autrefois rencontré Monica pour déjeuner ensemble durant leurs années de bonheur. L'hôpital survivra-t-il à la transition? Je n'ai jamais voulu de dommages collatéraux. Nous nous en remettrons, lui assura Hardrove. Le départ de Reed offre une opportunité de leadership authentique. Parfois, il faut purger les systèmes pour guérir. Après avoir quitté l'hôpital, Boyd se rendit au palais de justice où Victor Ramirez l'attendait pour lui donner des nouvelles. L'enquête déontologique du juge Phillips s'est élargie. Victor a signalé que 3 autres affaires avaient été signalées pour des décisions irrégulières, tout impliquant l'avocat ou les associés de Reed. Phillips prend un congé prolongé. Autre chose? Victor tendit une épaisse enveloppe. Information complète sur Reed. L'homme s'est réinventé à plusieurs reprises. Il a changé son nom de Lawrence Redmond en 2005 après une faillite personnelle. Avant Boston, il a occupé des postes à Chicago et à Phoenix. Tous deux ont pris fin dans des circonstances troubles. C'est un grimpeur qui coupe les ponts quand la situation devient inconfortable. Coupe-t-il les ponts maintenant? Le sourire de Victor était sombre. Essayez de. Il a fait des enquêtes sur les postes à Seattle et à San Diego, mettant à jour ses références, contactant les contacts. Pendant ce temps, il liquide les investissements, même à perte. Planifiant d'abandonner Monica, a conclu Boyd, sans surprise. Pour ce que j'ai observé, il parle à peine. Elle fait ses propres plans d'urgence. A contacté sa sœur en Floride hier. Boyd a remercié Victor et a continué à sa dernière réunion de la journée avec Diane Littlefield, le procureur fédéral gérant les cas de fraude des avantages militaires. Les preuves que vous avez fournies sont convaincantes, a reconnu Littlefield, en examinant les fichiers.
Les fausses déclarations pour obtenir des prestations dépendantes militaires sont une infraction grave. Monica a continué à réclamer des prestations tout en ne fonctionnant plus comme votre conjoint. Je ne cherche pas d'accusation criminelle, a précisé Boyd. Seule responsabilité. C'est louable, mais la fraude contre le gouvernement n'est pas quelque chose que je peux simplement ignorer. Au minimum, elle sera confrontée aux sanctions financières et aux exigences de restitution. Boyd a quitté le bâtiment fédéral alors que le crépuscule tombait, regardant les acheteurs de Noël se précipiter le long des trottoirs enneigés. Les familles en train de porter des forfaits, de rire, une vie qu'il pensait être à nouveau à lui. Son téléphone a sonné. Reed appelant à partir d'un numéro inconnu. Boyd a répondu sans parler. Ricker, ne raccroche pas. La voix de Reed était étroitement contrôlée. Je veux conclure un accord. Je ne fais pas de transactions avec des gens qui prennent ce qui est à moi. Écoutez, cela est allé assez loin. Vous avez fait votre point. Je suis prêt à vous compenser pour la perturbation de votre vie familiale. Boyd a ri en riant. Vous pensez que c'est une question d'argent? Tout est finalement de l'argent. Reed a répondu. Nommez votre prix. Que vous faudra-t-il pour annuler votre campagne? 50 000? 100? J'ai besoin de cela pour finir. Cela prendra fin, lui a assuré Boyd. Mais pas la façon dont vous espérez. Il a terminé l'appel et s'est rendu à son nouvel appartement. Une simple chambre qu'il avait louée après avoir vendu la plupart de ses biens. Des choses matérielles signifiaient peu pour lui maintenant. L'espace spartiate ne contenait que des nécessités, ainsi qu'un mur recouvert de ses matériaux de planification stratégique. Boyd a méthodiquement supprimé chacun document, chaque photographie, chaque calendrier. La campagne entrait dans sa phase finale. Les bases posées. Il pouvait maintenant simplement regarder les conséquences inévitables se dérouler. Sa sonnette sonna. Inhabituel car peu de gens connaissaient son emplacement. À travers le coup de pied, il a vu Monica seule avoir désespérément. Boyd a ouvert la porte mais a bloqué l'entrée. Il s'agit d'une propriété privée. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. S'il vous plaît, chuchota-t-elle. 5 minutes. C'est tout ce que je demande. Contre son meilleur jugement, Boyd lui a permis à l'intérieur. Elle se tenait maladroitement au centre de la pièce, prenant l'environnement spartiate. C'est donc là que vous avez orchestré notre destruction. Elle a dit, vous vous avez détruit, Monica. Je suis simplement assurée que vous ne pouviez pas en profiter. Elle coulait sur la chaise unique. Larry part. Il a accepté une position à Seattle. Sans moi, Boyd est resté sans expression. Insuffisant. Est-ce tout ce que vous avez à dire? 20 ans ensemble et tout ce que je reçois n'est pas surprenant. À quoi vous attendiez-vous? Sympathie? Après avoir déplacé votre amant dans ma maison pendant que j'étais déployé? Après avoir discuté de la façon dont ma mort profiterait à vos finances? Monica tressaillit. C'était une erreur. Un terrible commentaire stupide que je n'aurais jamais dû faire. J'étais en colère contre vous pour avoir réintégré. Sauvé l'historique révisionniste. Vous m'avez méthodiquement effacé de notre maison, de notre famille, de notre vie. Maintenant, vous vivez la même chose. Et Zoé? Elle dort dans sa voiture, boyée la veille de Noël. Ses choix l'ont conduit là-bas car le vôtre vous a conduit ici. Monica se tenait, le désespoir se transformant en colère. Vous devenez un monstre. Le garçon que j'ai épousé ne serait jamais aussi cruel. Le garçon que vous avez épousé est décédé au moment où il est entré chez lui et on lui a dit qu'il avait la mauvaise maison. Il a répondu uniformément, vous avez créé cette version en direct avec les conséquences. Après son départ, Boyd s'est assis en silence, ne ressentant qu'une certitude froide que la justice était rendue. Son téléphone bourdonnait d'un texte de Wa. Arrivé de l'entreprise au point de rendu. Opération il y a encore, Boyd a simplement répondu, exécuté comme prévu. Chapitre 8. Résultat. Le matin de Noël est apparu brillant et clair. La lumière du soleil brillait de la neige fraîche. Un garçon s'est rendu à l'emplacement convenu,
un restaurant haut de gamme avec des salles à manger privées, maintenant fermées pour les vacances, mais ouvertes spécialement pour cette occasion par le propriétaire, un vétéran que Boyd avait servi. À l'intérieur, Thomas Grayson, Victor Rare, Richard Hardrove, le juge Pearson et plusieurs autres ont attendu. Chacun avait joué un rôle dans la campagne de Boyd, sciemment ou inconsciemment. Maintenant, ils assisteraient à sa conclusion. Tout est préparé, a confirmé Thomas. Ils arriveront séparément au cours de l'heure suivante. Le premier à comparaître a été Monica, escortée par un officier du palais de justice. Sa confusion à la convocation officielle s'est transformée en choc lorsqu'elle a vu Boyd à la tête de la table. « Qu'est-ce que c'est ?» Elle a demandé. « S'il vous plaît, soyez assis, Madame Reicher, a indiqué l'officier. Tout sera expliqué à l'arrivée des autres parties. » Viennent ensuite Reed, escorté de la même manière et également déconcerté. Il a évité le contact visuel avec Monica, s'asseyant à l'extrémité opposée de la table. Enfin, Zoé est arrivée, l'air épuisé et ébouriffé, voyant à la fois sa mère et Reed. Elle a hésité à la porte jusqu'à ce que l'officier la guide doucement vers une chaise. Une fois que tous étaient assis, Boyd a parlé. « Merci d'être venu. Compte tenu de la saison, j'ai jugé approprié de rassembler toutes les personnes impliquées dans cette situation. Est-ce une sorte de fantasme de vengeance malade ? Ange interrompu. Parce que j'ai déjà contacté mon avocat. Votre avocat a refusé de vous représenter davantage ce matin. Boyd l'a informé calmement. Quelque chose sur les différences irréconciliables concernant le paiement. Reed pâle légèrement mais maintenu son défi. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas à participer. En fait, vous le faites. Thomas interdit les documents glissant à travers la table. Il s'agit d'une médiation juridiquement contraignante comme ordonnée par la Cour. Le non-participation constitue un mépris. Boyd reste debout, s'adressant à la pièce. Pendant 15 mois, j'ai servi mon pays dans une zone de combat, croyant que j'avais une famille à attendre mon retour. Au lieu de cela, j'ai trouvé des étrangers vivant chez moi qui avaient systématiquement effacé mon existence. Monica a commencé à parler, mais Boyd a poursuivi, j'ai passé les 3 dernières semaines à étudier exactement comment et pourquoi cela s'est produit. Ce que j'ai découvert était plus qu'une infidélité. C'était une campagne calculée d'exploitation et de fraude. Il hocha la tête à Thomas, qui a distribué des dossiers à tous ceux qui sont présents. Comprendre. Vous m'avez trahi, a déclaré Boyd simplement. Mais tu es toujours ma fille. Je ne vous verrai pas sans abri ou sans instruction. Ce que vous faites avec cette deuxième chance est entièrement votre décision. La pièce se tait alors que chaque personne absorbait les implications de ces documents. Enfin, Reed parla, sa voix serrée avec une fureur contrôlée. Donc, c'est tout. Vous avez systématiquement détruit notre réputation professionnelle, notre relation, notre sécurité financière et maintenant vous jouez le magnanime vainqueur. Non, a répondu Boyd. J'ai assuré les conséquences appropriées pour les actions déshonorantes. Rien de plus. Monica leva les yeux de ses papiers. Face à Chen. Ces pénalités prendront des années à porter leurs fruits. Oui, Boyd a accepté. Environ le même nombre d'années, je me suis engagé dans notre mariage pendant que vous planifiez sa dissolution. Et toi ? Elle a mis au défi. N'oubliez-vous aucune conséquence dans ce système judiciaire parfait que vous avez créé ? L'expression de Boyd s'adoucit légèrement. La première fissure dans son armure. Mes conséquences ont commencé au moment où je suis entré chez moi et on m'a dit que j'avais la mauvaise maison. J'ai perdu ma famille, mon histoire et mon avenir en un instant. La différence est que je ne méritais pas ma punition. Vous avez gagné le vôtre. Zoé a repoussé son dossier. Je ne peux pas l'accepter cela. Pas après la façon dont je vous ai traité. Vous ne l'acceptez pas comme un cadeau, a précisé Boyd. Vous l'acceptez comme une responsabilité. Parfois, la conséquence la plus lourde est de devoir vivre avec ce que vous avez fait tout en ayant la possibilité de faire mieux. Au fur et à mesure que le choc initial s'était dissipé, la discussion s'est tournée vers des questions pratiques. Thomas a expliqué les cadres juridiques, les délais et les obligations. Victor a détaillé les preuves appuyant chaque détermination.
Le juge Pearson a assuré l'exactitude procédurale tout au long. Boyd est resté impassible, regardant la réalité de leurs nouvelles circonstances s'installe sur Monica, Reed et Zoé. Ce n'était pas la confrontation émotionnelle à laquelle il s'attendait peut-être. Pas de cris, pas de récriminations, pas d'occasion pour des excuses dramatiques ou des promesses de changer. Ce fut le démantèlement froid et méthodique de l'avenir qu'ils avaient prévu à ses dépens. Alors que la réunion s'est terminée, garçons, pour les aborder une dernière fois. Cela met fin à mon implication dans votre vie. Les mécanismes juridiques sont en place. Les conséquences se dérouleront quelle que soit ma présence. Vous êtes chacun libre de reconstruire du mieux que vous. Ressentiment. Peut-être un jour. Vais-je vous revoir? Demanda-t-elle, voix petite. Cela dépend de ce que vous faites avec votre deuxième chance, a-t-il répondu. Toutes les trahisons ne peuvent pas être pardonnées, mais certains peuvent être survécus. Le chapitre 9, les conséquences. 6 mois plus tard, Boyd Ricker s'est tenu sur le jeu d'observation. Horizon, loin de la banlieue de l'Amérique avec ses illusions confortables. Se concentrer sur les opérations de renseignement. Des normes sans compromis et aucune illusion sur la nature humaine. Votre réputation vous précède, a noté Mandé alors qu'il se préparait à débarquer. Pas seulement votre bilan militaire. Le mot explique comment vous avez géré votre situation personnelle. Le garçon n'a rien dit, laissant le commentaire pendre en l'air. Certains appellent excessif, a-t-elle poursuivi. J'appelle instructive. Les conséquences sont importantes. De retour aux États-Unis, ces conséquences ont continué de se dérouler. Monica avait déménagé en Floride, vivant avec sa sœur tout en travaillant des emplois administratifs de niveau d'entrée. Ternie. Elle a maintenu l'appartement modeste que Boyd avait fourni, mais avait pris un emploi à temps partiel pour compléter la location. Développer une éthique de travail qui lui manquait auparavant. Elle a envoyé des emails mensuels aux garçons, sans s'attendre à des réponses, mais en fournissant des mises à jour sur ses progrès, reconnaissant ses échecs, documentant ses efforts pour comprendre les dommages auxquels elle avait participé. Boyd a lu chacun, mais n'a jamais répondu. Certaines trahisons se sont déroulées trop profondes pour une réconciliation simple. L'avion de transport a touché une secousse, ramenant Boyd au moment présent. Alors qu'il rassemblait son équipement, Wa Curtis est apparu à la baie de cargo, souriant. Regardez ce que la guerre a craché, a déclaré Wa, faisant écho à leur salutation il y a des mois. Les deux hommes ont brièvement embrassé. Wa avait tiré des cordes pour rejoindre la nouvelle unité de Boyd, comprenant que son ami avait besoin de fidèles autour de lui. Comment va la vie civile? Demanda Boyd en marchant vers la base. Surfait, a répondu Wa. Trop de gens qui prennent trop pour acquis, un Iris. Comment va-t-elle avec la maison? Après avoir récupéré sa propriété, Boyd l'avait louée à des frais nominaux à Iris Jenkins, dont la gentillesse avait été un point lumineux rare dans l'obscurité. Elle l'a bien tenue, envoyant des photos occasionnelles d'amélioration qu'elle avait apportées au jardin. Florivigne, a rapporté Wa, le quartier la regarde. Personne ne mentionne Monica ou Reed. Alors qu'ils atteignirent le centre de commandement, Boyd a reçu une notification, un email de Thomas Grayson avec une mise à jour inattendue. Reed avait abandonné Seattle, laissant derrière lui des morts. Il avait tenté de garantir des postes dans 3 autres hôpitaux, mais les vérifications des antécédents avaient révélé que le modèle que Boyd avait exposé. Certaines actions ont créé des ondulations qui se sont poursuivies longtemps après que la pierre initiale eut coulé de la vue. Cette nuit-là, seul dans ses quartiers, Boyd a déballé les quelques objets personnels qu'il avait apportés. Parmi eux, un petit pendentif en argent avec 3 bandes entrelacées, le cadeau qu'il n'a jamais eu la chance de donner. Il l'a étudié brièvement avant de le placer dans une boîte sécurisée avec sa volonté et d'autres documents importants. L'homme qui avait commandé ce pendentif était parti, remplacé par quelqu'un de plus dur mais plus clair. Boyd Ricker avait appris la leçon tactique la plus importante de sa vie. La loyauté n'était pas une donnée. L'amour n'était pas garanti. Et les menaces les plus dangereuses venaient souvent de ceux les plus proches de vous. Son téléphone bourdonnait d'un message final avant que les communications ne soient limitées. Mise à jour mensuelle de Zoé. Celui-ci était différent. Je ne m'attends pas à la pardon.
Certaines choses ne peuvent pas être défaites, mais je veux que vous sachiez que je comprends maintenant ce que j'ai jeté. Pas seulement la sécurité financière ou la stabilité familiale, mais l'intégrité elle-même. Maman a appelé hier en demandant de l'argent. J'ai refusé. Quelques leçons que j'ai apprises de vous après tout. Restez en sécurité où que vous soyez. Boyd l'a lu 2 fois, puis l'a supprimé sans répondre. Peut-être qu'un jour il trouverait de la place pour la réconciliation. Mais ce jour n'était pas aujourd'hui. Aujourd'hui était pour la mission, pour les frères d'armes qui n'avaient jamais trahi sa confiance. Pour la certitude claire de l'objectif qui avait remplacé les illusions de la vie domestique. Il est sorti dans l'air frais de la nuit de la base, levant les yeux sur les étoiles sans clous de la ville. Quelque part à travers le monde, son ancienne famille vivait avec les conséquences de leur choix. Il s'était assuré que la justice, sinon le pardon, avait été rendue. C'était suffisant. Dans le centre de commandement, le capitaine Mendes assemblait l'équipe pour leur premier briefing. Boyd Ricker a redressé son uniforme et s'est dirigé vers son avenir, laissant les fantômes de la trahison derrière. Pas oublié, mais ne le définissant plus. Certains hommes ont éclaté sous la trahison. D'autres ont été forgés par cela en quelque chose de plus fort, plus résolu, sans compromis. Boyd Ricker avait choisi ce dernier chemin, et il ne reviendrait jamais en arrière. Et là, vous l'avez. Une autre histoire prend fin.